À Rennes-le-Château, j'ai rendez-vous avec Christian Doumergue, un écrivain fasciné par l'histoire de l'abbé Sommière. Cet homme intrigant qui laissa dans le village de nombreuses constructions et au moins autant d'énigmes à propos d'un hypothétique trésor. Oui, mon loulou. Oh là là, t'as vu ça? Tu vas avoir une de ces vues en m'attendant. Oh là là, c'est beau. Oh, extraordinaire. Que t'es gentil. Ah bah oui, t'as de la vue, mais t'as aussi de l'herbe, ouais. Ça t'intéresse un peu plus d'ailleurs, j'ai l'impression. Hein? Tu m'attends là, mon loulou? T'es gentil? On fait des petits bisous. Oui, t'es gentil. J'arrive, je vais rapporter le trésor. On le partagera. On va partager le magot. Ah, il m'aurait pas attendu, le Christian. Il m'a attendu, le voilà. Christian. Bonjour. C'est gentil, parce que je suis en retard, je sais. On en fait combien dans ce pays? 3? 3 chez moi, mais pas ici. D'accord. Ici, c'est 2. Voilà. Bon, il est où ce trésor, Christian? Ah, ce trésor, on ne sait pas. Ah bon? Tout ce qu'on sait, c'est venu pour que... Ah non, t'es Non, pas venu pour rien. Il y a une belle histoire à raconter, quand même. Oui, alors Et en plus... justement, le trésor reste à découvrir, donc ça fait rêver. Eh ben oui, ça fait Voilà. rêver. Et puis alors, moi, il faut que tu me la reprennes à la base, l'histoire, parce que je l'ai pas. Je suis la seule personne au monde à pas avoir lu le Da Vinci Code. Ok. Voilà, il n'y a que moi. D'accord. À ma connaissance. Eh ben écoute, je vais te Ni raconter vu, ça, ni alors. lu, ni rien. Voilà, donc on reprend tout. D'accord. On reprend les bases. Ok. Ok. Alors, les bases, c'est ici. D'accord. C'est ici. On est en 1885, puisque l'histoire commence bien avant Da Vinci Code. Oui. Donc, fin du 19e siècle, 1885, pendant l'été, il y a un nouveau curé qui arrive à Rennes-le-Château. Et il trouve cette église dans un état assez pitoyable. Hein. C'est une ruine, en fait. Hein. Le Ah toit ouais, menace de ouais, pas mieux s'effondrer. depuis, Il y a depuis, ce prêtre est passé par là, c'est Béranger Saunière. C'est un jeune prêtre, 33 ans quand il arrive ici. Et alors, évidemment, il est désolé par ce spectacle. Mais dès l'année suivante, 1886, il commence à rénover l'église à ses frais. Ah, c'est frais. À ses frais. Il avait de l'argent. Voilà. Alors, levé, voilà, il a immédiatement Un petit eu un petit pactole qui lui a permis de commencer ses travaux de restauration. Et il va le faire à grands frais, hein, puisque sur les catalogues d'objets religieux, il va systématiquement choisir les ornementations les plus chères. Donc l'église renaît vraiment de ses cendres. Ça surprend un peu tout le monde parce que tout au long du 19e siècle, on se plaignait de l'état de cette église, mais jamais des fonds étaient arrivés pour permettre cette restauration. Donc ce qui est très étonnant, c'est qu'une fois qu'il a eu terminé ses constructions religieuses, hein, la rénovation de l'église, le jardin du calvaire devant, il s'est lancé dans des constructions qui n'ont plus rien à voir avec sa mission de prêtre. Donc cette villa style Renaissance. Ah oui. C'est l'abbé Sommière qui l'a bâti. Là, Pour on est lui. Pour lui? Alors, il ne l'a bâti pas pour lui, en fait. C'est-à-dire que lui, toute sa vie, il va vivre dans le presbytère qui est juste de l'autre côté de la cour. D'accord. Et cette villa, il l'a bâtie pour ses invités. Et donc, il aurait trouvé, en faisant des rénovations, un trésor ou quelque chose. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, visiblement. Alors, en il tout y a cas, c'est la rumeur. Absolument, c'est la rumeur, mais elle n'est pas fondée sur rien. Hein. Il n'y a pas de fumée sans feu, et surtout ici. On a quelques fragments de son cahier journal. Et en 1891, il consigne la date du 21 septembre, découverte d'un tombeau. Donc on sait que ce jour-là, il a trouvé quelque chose à l'occasion des travaux dans l'église. Et on sait aussi, quand on suit ce cahier journal, que dans les jours qui viennent, il a congédié les maçons. Donc manifestement, il veut les écarter de quelque chose. Et pendant une semaine, comme ça, l'église va rester fermée. Il va faire venir des confrères, donc des prêtres, à qui manifestement il va confier son secret. Et on sait que dans les années qui ont suivi, il a cherché frénétiquement quelque chose. Alors comment est-ce qu'on le sait? Parce qu'on a plusieurs plaintes des habitants du village de Rennes-le-Château qui sont conservées aujourd'hui aux archives départementales de l'Aude. Donc on peut les voir, on peut les consulter, il suffit d'aller aux archives départementales. C'est des plaintes qui ont été adressées par la mairie de Rennes-le-Château à l'époque, à la sous-préfecture de Limoux. Et qu'est-ce que racontent ces plaintes? Eh bien que les villageois sont hors d'eux parce que l'abbé Sommière creuse dans le cimetière. Il fait des fouilles, et une de ces plaintes qui emploie clairement le terme fouille, et donc il met tout sans dessus-dessous, et ça ne dure pas qu'un an, ça dure jusqu'en 1899, donc sur quasiment 8 ans, l'abbé Sommière ne va pas lâcher l'affaire, il va faire des trous un petit peu partout autour de son église, car manifestement il a trouvé quelque chose qu'il a mis sur la piste d'un secret qui se trouverait dans le sous-sol de Rennes-le-Château. D'accord, c'est le départ du mystère. Et puis il a laissé quelques petites phrases qui peuvent surprendre quand on les découvre.
Par exemple, sur la clé de voûte, là, Terribilis est locus iste, ce qui se traduit par ce lieu est terrible. Ah. De terrible dans le genre de merveilleux, terrifiant, enfin voilà, il y a différents sens. Mais ça fait partie des choses qui ont accroché. Pourquoi est-ce qu'il a mis en exergue cette phrase ici? Quel est le secret de cette petite église de campagne? Et je vais te montrer autre chose là, qui est juste au fond du jardin du Calvaire, à l'entrée de ce cimetière où il s'est passé tant de choses. Ouais. Et où l'abbé allait de nuit fouiller avec sa servante. Ça aussi, il y a des témoignages qui nous parlent de ça. Donc, alors là, c'est la première construction qu'il a faite après avoir rénové l'église. Ouais. Donc il s'était aménagé, c'était un bureau, voilà, un petit bureau bibliothèque. Et en dessous de ce bureau, il y a une citerne. À l'époque, c'était la plus importante du village. Il n'y avait pas l'eau courante, hein. Il faut se remettre évidemment dans le contexte de l'époque. Et alors, ce lieu est associé à un souvenir qui est resté dans la mémoire des villageois. On est en 1897, un 14 juillet, et le feu prend dans une grange du village. Cette citerne est la seule d'importance dans le village, donc les villageois spontanément arrivent ici pour demander à la Bessonnière de leur donner l'eau nécessaire pour éteindre cet incendie. Sauf que ce lieu, en fait, la Bessonnière l'a complètement ceinturé. Tous les portails qui ferment l'entrée, c'est lui qui en a les clés. D'accord. Et il les a fermés, verrouillés. Et quand les villageois arrivent, ils s'opposent farouchement. Ah, il ne laisse pas venir prendre l'eau Voilà, pour éteindre le il feu. veut pas. Il ne veut pas, il Ah oui. s'oppose, c'est assez violent. Du coup, c'est un des éléments, un des incidents qui a contribué à alimenter la rumeur que Sonnière avait des secrets. Je veux bien le croire. Ouais. C'est vrai que c'est particulier cette histoire. Oui. Ah. Mais alors dis-moi, toi, t'es né avec cette légende, t'es d'ici? Non, je ne suis pas d'ici. Ah, t'es pas d'ici. Je suis né à Montpellier. Enfin, cette légende, c'est peut-être pas une légende d'ailleurs, pourquoi je dis ça moi? Disons que toutes les légendes ont une origine. Alors Voilà. c'est vrai que la légende a un petit peu déformé et embelli Voilà. l'histoire, mais il y a un fond qui est bien réel. Et cette histoire, je l'ai découverte à travers un reportage télé quand j'étais lycéen. Et ça m'a semblé complètement fou parce que c'était un vrai roman d'aventure dans la réalité. Ah ouais, ça fait rêver les C'est-à-dire enfants. que, voilà, ça ça hein. fait rêver les enfants, pas que les enfants d'ailleurs, oui. Et du coup, après ça, j'ai voulu venir sur les lieux, parce qu'il était question de parchemins que le prêtre aurait trouvé dans son église, des parchemins codés. Il était aussi question d'un tableau, puisqu'on dit que Sonnière serait monté à Paris, qu'il aurait rencontré des gens assez mystérieux à Paris, et qu'il serait revenu de là-bas avec un tableau, une copie d'un tableau du Louvre, Les Bergers d'Arcadie, de Nicolas Poussin, qui serait un tableau codé, avec des paysages qui se trouveraient en réalité dans la région de Rennes-le-Château. Donc voilà, je suis arrivé avec tout ça en tête. Et puis j'en suis plus jamais sorti. Mais en fait, à quel âge t'es venu ici du coup? Alors je devais avoir 17 ans quand je suis arrivé ici. T'as de la suite dans les idées. Et oui. C'est-à-dire c'est une histoire passionnante. Il y a des énigmes, donc on les résout les unes après les autres. Après on va chercher sur le terrain, on cherche dans les livres, dans les vieilles archives. À 17 ans, t'as commencé à fouiller comme ça? Et à 17 ans, j'ai commencé à fouiller, oui. Ah c'est marrant ça. Alors je vais encore te montrer quelque chose là. C'est vraiment un des symboles de l'affaire de Rennes-le-Château, de cette énigme. C'est la tour que tu vois ici, tour néo-gothique, donc la tour Magdala. Et donc c'était le bureau bibliothèque de la Bessonnière. Il y avait une collection de livres assez importante à l'intérieur. C'est lui qui l'a fait construire aussi? Absolument. Tout le domaine que tu vois là, il n'y avait rien. Non, tout est à lui. Là, actuellement, c'était encore à lui tout ça. Là. Tu vois, tout ce qui constitue le parking du village aujourd'hui, on s'est arrêté. C'était un immense jardin potager que la Bessonnière avait fait aménager. Et puis, parmi les éléments singuliers qui ont disparu aujourd'hui, il avait des singes. Il avait 2 singes en cage, ce qui est quand même hors du commun. Donc on entendait les cris, c'est évoqué par quelques correspondances de la Bessonnière, on entendait les cris de singes dans le village assez régulièrement. Incroyable. Et il est où aujourd'hui? Il est enterré ici? Alors la Bessonnière a été enterrée selon ses volontés dans le cimetière de Rennes-le-Château, à côté de sa servante Marie Desnarnaud, de laquelle il était extrêmement proche. C'est ce que j'avais envie de dire, il était un petit peu proche de sa servante. Il était très proche en fait. Tout le domaine, et c'est pour ça que l'évêque n'a pas pu s'en emparer, tout le domaine avait été bâti au nom de Marie Desnarnaud. C'est elle qui en a hérité après la mort de la Bessonnière, donc lui il est mort en 1917. Et à partir de 1917, c'est Marie qui va habiter cet immense domaine. Et elle n'aura jamais la force en fait, de quitter le village parce que le souvenir de l'abbé Bessonnière était trop fort pour elle. Et toi, tout ce que tu as pu découvrir, tu l'as mis dans tes bouquins ou tu as gardé des trucs pour toi?
Alors j'ai mis beaucoup, Mais t'as beaucoup gardé dans des mes trucs livres, pour toi. mais bien évidemment, voilà, Eh, dans ce genre de recherche, on garde toujours certaines ouais. choses pour soi, Bah oui, absolument. j'imagine bien. On peut pas t'en vouloir. Non, Non, il y a des choses qu'on ne peut pas partager. je veux bien comprendre. Je veux bien comprendre. En tout cas, c'est une super histoire. Mais alors, parce que si j'ai bien compris, maintenant tu vis ici. Oui, depuis... Ça veut dire que cette histoire que tu as rencontrée il y a adolescent, Ouais. elle t'a fait vivre ici. Elle t'a Absolument, amené oui. ici. C'est Elle m'a amené incroyable. jusqu'ici, oui. Oui, elle a C'est conditionné incroyable. pas mal de Ah choses bah, dans ma elle vie, a cette conditionné histoire. ta vie, Oui. ouais. Et puis c'est surtout un bel endroit. Donc en plus, tu t'es pas trompé parce que ça aurait Non. pu être une belle histoire dans un Voilà. endroit un peu moche. Je pense que ça Hein? aurait moins pris, mais là, c'est vrai qu'on a cette vue magnifique sur la chaîne des Pyrénées. On est pas mal. Et on est très bien. C'est un endroit aussi qui, tu vois, est resté très sauvage. Ça, c'est Ouais. quelque chose que j'apprécie. Il n'y a pas ce rythme frénétique de la vie Ah oui, non, c'est urbaine. plutôt paisible. hein, Là, oui, c'est ça, très, sûr. très paisible, quoi. Ça, On c'est est loin sûr. de toute cette agitation. Donc, ça fait du bien d'être ici, quoi. Je veux bien te croire. Bon, bah Christian, je vais te laisser avancer un peu sur le sujet. Ouais. Et puis je vais revenir d'ici 1 an ou 2 quand tu auras encore un peu creusé et trouvé de nouveaux indices. Et puis je vais essayer de te faire parler de nouveau. Eh ben, écoute, façon, ça j'y arriverai. marche, hein. Marché J'y arriverai, conclu, j'y oui, avec arriverai. de la persévérance. On Bah arrive à oui, tout, hein. bah, la preuve, la preuve. Et je vais commencer par lire tes bouquins aussi. Peut-être que j'en apprendrai un petit peu, même si t'as pas tout dit. Oui, puis j'ai glissé quelques petits indices dans certains. Ah, c'est vrai? Voilà, oui. Bon, allez, je vais réfléchir. Je vais réfléchir que mon cheval va m'aider. Ouais, ça Merci marche. beaucoup. Hein. Ben, merci à toi Et- d'être venu. et Bah, puis, je t'en prie. Et puis, c'est un endroit tellement magique. C'était pas un effort. Hein. Salut. Salut. Bon, j'ai pas trouvé le trésor. Mais bon. Je désespère pas. Hein? Puis c'est toi mon trésor. C'est pas ça qu'il faut que je dise. C'est ça. Hein? Allez. Allez mon cheval. On y va. Je serais bien restée encore un peu plus pour écouter le récit fascinant de Christian. Mais le soleil se couche et Urbain et moi devons reprendre la route pour continuer notre aventure. Notre prochaine étape, les Pyrénées orientales.